Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Le club des ratés obtient un scoop. Les assassinats ont recommencé, reprit Mike d'un ton neutre. Il parcourut la table des yeux et son regard s'arrêta sur Bill. Le premier de ces nouveaux meurtres, si vous me permettez cette sinistre expression, a eu pour cadre le pont de Main Street. Il a commencé dessus et s'est achevé dessous. La victime était un homosexuel au caractère encore enfantin du nom d'Adrian Mellon. Il souffrait d'asthme aigu. La main d'Eddie vint effleurer son inhalateur. Ça s'est passé l'été dernier, le 21 juillet, la dernière nuit des fêtes du canal, une sorte de manifestation qui... Un rituel à la Derry, proposa Bill doucement. De ses longs doigts, il se massait les tempes et il n'était pas difficile de deviner qu'il pensait à son frère George. George qui avait lui aussi certainement été le premier, l'autre fois. Un rituel, oui, répondit calmement Mike. Il leur rapporta succinctement l'histoire d'Adrian Mellon et vit sans plaisir les yeux s'agrandir. Il leur révéla ce qui avait été publié dans le Derry News, mais aussi ce qui ne l'avait pas été, et notamment le témoignage de Don Haggerty et de Christopher Unwin à propos d'un certain clown qui se serait trouvé sous le pont, comme le troll de la légende. Un clown qui aurait été un Ronald McDonald matiné de bozo, d'après la description de Haggerty. C'était lui, fit Ben, écœuré d'une voix enrouée. Ce salopard de Gripsou. Il y a autre chose, poursuivit Mike en regardant Bill. L'un des policiers, celui qui a sorti en personne Adrian Mellon du canal, s'appelle Harold Gardner. « Seigneur Jésus !» s'exclama Bill d'une voix chevrotante. « Bill ?» Beverly le regarda et posa une main sur son bras. Sa voix trahissait son inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas, Bill ?» Harold devait avoir environ 5 ans à l'époque, dit Bill, cherchant confirmation dans le regard de Mike. En effet. De quoi s'agit-il, Bill? Demanda Richie. Harold Gardner était le fils de Dave Gardner. Dave vivait à l'époque dans notre rue en contrebas, quand George a été tué. C'est lui qui a trouvé mon frère, le premier, et qui l'a ramené à la maison, enroulé dans une couverture. Ils gardèrent le silence et pendant un bref instant, Beverly se cacha les yeux de la main. « Ça ne colle que trop bien, non ?» dit finalement Mike. « En effet, » dit Bill, « ça colle parfaitement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des fiches sur vous 6, depuis des années, » reprit Mike. « Mais ce n'est que récemment que j'ai compris pour quelle raison. En fait, je poursuivais un but concret. J'ai cependant attendu de voir la tournure qu'allaient prendre les choses. J'avais besoin d'une certitude absolue, comprenez-vous, avant de perturber vos existences. Pas à 90 ou 95%, mais à 100%. En décembre, l'an dernier, on a retrouvé le corps d'un garçonnet de 8 ans dans Memorial Park, Steven Johnson. Comme Adrian Mellon, il avait été sauvagement mutilé avant ou après sa mort, mais il donnait l'impression d'avoir tout aussi bien pu mourir d'épouvante. « Agression sexuelle ?» demanda Eddie. « Non, rien que des mutilations. »« Combien de cas en tout ?» poursuivit Eddie, l'air de quelqu'un qui n'a pas réellement envie de connaître la réponse. « 9, jusqu'ici. »« Ce n'est pas possible !» s'écria Beverly. « On en aurait parlé dans les journaux, à la télévision, quand ce cinglé de flic a tué toutes ces femmes à Castle Rock. Et tous ces enfants qui ont été assassinés à Atlanta. C'est vrai, dit Mike. J'y ai beaucoup réfléchi. Atlanta est le cas le plus proche de ce qui se passe ici, et Bev a raison. La nouvelle a fait le tour du pays. D'une certaine manière, la comparaison avec Atlanta est ce qui m'épouvante le plus. Le meurtre de 9 enfants. Nous devrions avoir tous les correspondants des chaînes de télé chez nous. Des revendications de cinglés, des journalistes du Atlantic Monthly, comme de Rolling Stone, tout le cirque des médias, autrement dit. Et ils ne sont pas venus.
dit Bill. Non. Oh, on trouve bien un papier dans le supplément du dimanche du Télégramme de Portland, un autre en cherchant bien dans le Globe de Boston. Un programme d'information régionale d'une télé de Boston a consacré quelques minutes en février dernier au meurtre resté sans solution, et l'un des spécialistes a fait allusion au cas de Derry, simplement en passant. En tout cas, il s'est bien gardé de dire que des séries de crimes identiques s'y étaient déjà produites en 1957-1958 et en 1929-1930. On trouve évidemment des explications superficielles. Atlanta, New York, Chicago ou Détroit sont de grandes villes médiatisées, et du coup, la moindre chose qui s'y passe y connaît un retentissement proportionnel. Il n'y a ni radio ni télé à Derry. Dans ce domaine, c'est Bangor qui tient le haut du pavé. À l'exception du Derry News, remarqua Eddie, les faisant tous rire. Sauf que, nous savons tous que ce n'est qu'une feuille de chou. Mais enfin, le réseau de communication existe, et l'histoire aurait dû émerger sur le plan national à un moment ou un autre. Or, rien de tel n'est arrivé, et cela, à mon avis, pour une raison très simple. Ça ne veut pas. Ça, murmura Bill presque pour lui-même. Ouais. Ça, répéta Mike. Si nous devons donner un nom à ça, autant l'appeler ça. Voyez-vous, j'ai commencé à me dire que ça est ici depuis si longtemps, quelle que soit la réalité de ça. Que ça fait maintenant partie de Derry, un peu comme le château d'eau, le canal ou Bassett Park. Sauf que ce n'est pas une question de géographie extérieure, comprenez-vous. Peut-être en a-t-il été ainsi à une époque, mais aujourd'hui, ça est dedans, d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour comprendre les choses affreuses qui se sont déroulées ici. Celles qui paraissent à peu près explicables, comme celles qui ne le sont absolument pas. Il s'est produit un incendie dans une boîte de nuit pour noirs, le Black Spot, en 1930. Une année auparavant, un gang de hors-la-loi issu de la crise avait été massacré sur Canal Street, en plein milieu de l'après-midi. Le gang Bradley, intervint Bill. C'est le FBI qui les a eus, non? Ça, c'est la version officielle. Mais on est loin de la vérité. D'après ce que j'ai pu trouver, et j'aurais donné beaucoup pour qu'il en soit autrement parce que j'aime cette ville, les 7 hommes et femmes du gang Bradley ont été abattus par les bons et honnêtes citoyens de Derry. Je vous raconterai ça une autre fois. Il y a eu aussi l'explosion des aciéries Kitchener pendant une chasse aux œufs de Pâques en 1906. On trouve la même année toute une série de mutilations affreuses sur des animaux, dont la trace remonte jusqu'à Andrew Rellin, le grand-oncle du propriétaire actuel de la ferme Rellin. Il aurait été tué à coups de poignard par les 3 policiers chargés de l'arrêter. Aucun d'eux n'a jamais fait l'objet de poursuites. Mike sortit un petit carnet de notes d'une de ses poches et se mit à le feuilleter, parlant sans lever les yeux. En 1877, on dénombre 4 lynchages dans les limites de la ville. L'un de ceux qui a eu droit à la cravate de chanvre était un prédicateur laïque de l'église méthodiste qui aurait noyé ses 4 enfants dans sa baignoire, comme s'il s'agissait de petits chats, et aurait ensuite abattu sa femme d'un coup de fusil en pleine tête. Il avait placé l'arme entre ses mains pour faire croire à un suicide, mais personne ne s'y est trompé. 1 an auparavant, on avait trouvé 4 bûcherons morts dans leur cabanon au bord de la Kentuskig, littéralement mis en pièces. On trouve dans de vieux journaux intimes des cas de disparition d'enfants, voire de familles entières, dont on ne parle jamais dans les documents officiels. Et ça continue comme ça, mais sans doute avez-vous saisi le principe. Je crois que oui, dit Ben. Il se passe quelque chose ici, mais c'est privé. Mike referma son carnet, le remit dans sa poche, et les regarda, l'air sérieux. Si j'étais assureur et non pas bibliothécaire, je vous dessinerais peut-être un graphique. Il montrerait un taux inhabituellement élevé de tous les crimes violents imaginables, y compris les viols, les incestes, les effractions, les vols d'auto, les femmes et les enfants battus, les agressions. Il existe au Texas une ville de taille moyenne où le taux de criminalité est très en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre pour une ville de ce type, où plusieurs races cohabitent. On a attribué l'exceptionnelle placidité de ses habitants à la qualité de l'eau. Une sorte de tranquillisant naturel s'y trouverait. C'est exactement le contraire, ici.
En année ordinaire, Derry est déjà une ville violente. Mais tous les 27 ans, même si le cycle est en réalité un peu approximatif, cette violence atteint des sommets de fureur, sans qu'il y ait jamais eu un retentissement national. Comme si une sorte de cancer était à l'œuvre ici ? Demanda Beverly. Pas du tout. Quand il n'est pas traité, un cancer tue, invariablement. Non seulement Derry ne meurt pas, mais la ville est florissante, d'une manière qui n'a rien de spectaculaire, certes. C'est simplement une petite ville gentiment prospère, dans un état relativement peu peuplé, et où se passent en temps ordinaire des choses un peu trop macabres et des choses franchement abominables, tous les quarts de siècle environ. Cela se vérifie-t-il systématiquement ? Demanda Ben. Mike acquiesça. Systématiquement. 1715-1716, puis 1740, jusqu'aux environs de 1743, sans doute une période particulièrement dure. 1769-1770, et ainsi de suite. Jusqu'à nos jours, sans interruption. J'ai l'impression en outre que c'est allé en empirant, peut-être simplement parce que Derry était davantage peuplé à chaque cycle, mais on ne peut exclure d'autres raisons. En 1958, le cycle semble s'être interrompu prématurément, ce dont nous sommes responsables. Bill Denbrough se pencha en avant, les yeux soudain brillants. « Es-tu sûr de cela? Vraiment sûr ?» « Oui, » répondit Mike. « Tous les autres cycles ont culminé au mois de septembre, se terminant en apothéose macabre. La vie retrouve en général son cours ordinaire vers la Noël, Pâques, au plus tard. En d'autres termes, on trouve des mauvaises années de 14 à 23 mois tous les 27 ans. Mais la mauvaise année qui a débuté en octobre 1957, avec la mort de ton frère, s'est abruptement interrompue en août 1958. « Et pourquoi ?» demanda vivement Eddie. Son souffle s'était raccourci. Bill se souvint du sifflement aigu que produisait sa respiration et comprit qu'il n'allait pas tarder à avoir recours au bon vieux décoince-poumon. « Qu'avons-nous donc fait de spécial ?» La question resta suspendue en l'air. Mike parut l'examiner et finalement secoua la tête. « Vous vous en souviendrez, » dit-il. « Le moment venu, vous vous en souviendrez. »« Et sinon ?» demanda Ben. « Alors que Dieu nous vienne en aide. »« 9 gosses massacrés cette année, » murmura Richie. « Seigneur !» Lisa Albrecht et Steven Johnson, fin 1984, reprit Mike. Disparition en février d'un garçon, un adolescent du nom de Dennis Torrio. On a retrouvé son corps à la mi-mars dans les friches, mutilé, pas loin d'ici. Il sortit une photo de la poche où il avait rangé son carnet et lui fit faire le tour de la table. Beverly et Eddie la regardèrent, intrigués, mais Richie Tosier réagit violemment et la laissa tomber comme si elle le brûlait. « Seigneur Jésus, Mike !» Il leva les yeux. Des yeux agrandis, terrifiés, puis il poussa la photo vers Bill. Bill la regarda et eut l'impression que le monde devenait tout gris et onduleux autour de lui. Il eut un instant la certitude qu'il allait s'évanouir. Il entendit un grognement et comprit qu'il en était l'auteur. Il laissa tomber la photo. « Qu'est-ce que c'est ?» entendit-il dire à Bev. « Qu'est-ce que ça signifie, Bill ?»« C'est la photo de classe de mon frère, » finit par répondre Bill. « C'est Georgie, la photo de son album, celle qui s'est animée, celle où il a cligné de l'œil. » La photo finit de faire le tour tandis que Bill restait pétrifié à l'autre bout de la table, les yeux perdus dans l'espace. C'était en fait la photo d'une photo. Le cliché était celui d'une photo d'école en mauvais état, posée sur un fond blanc. Des lèvres souriantes qui, en s'écartant, laissaient voir les 2 trous où n'avaient jamais poussé de nouvelles dents. À moins qu'elles ne poussent dans le cercueil, pensa Bill avec un frisson. Dans le bas, on lisait « Amis d'école 1957-1958 ». « On l'a trouvé cette année ?» reprit Beverly. Mike acquiesça, et elle se tourna vers Bill. « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Bill ?» Il se mouilla les lèvres, faisant un effort pour parler. Rien ne sortit.
Il essaya de nouveau, sentant les mots se bousculer dans sa tête, conscient du bégaiement qui revenait, luttant contre lui, luttant contre la terreur. Je n'ai pas revu cette photo depuis 1958, pendant le printemps qui a suivi la mort de George. Quand j'ai voulu la montrer à Richie, elle était partie. Il y eut comme un grand hoquet prolongé, et tous sursautèrent, tandis qu'Eddie, un peu embarrassé, déposait son inhalateur sur la table. « Eddie Casbrack au décollage !» s'écria Richie d'un ton joyeux. Puis, soudain, surnaturellement, la voix du commentateur des actualités filmées des années 50 surgit de la bouche de Richie. « Aujourd'hui, à Derry, toute la ville était dans les rues pour assister à la parade des asthmatiques, dont la grande vedette fut Ed le Grand Morveux, connu partout en Nouvelle-Angleterre en tant que... » Il s'arrêta brusquement et porta une main à son visage, comme pour se cacher les yeux. Bill pensa soudain, « Non, ce n'est pas ça. Pas pour se cacher les yeux, mais pour remonter les lunettes sur son nez. Les lunettes qu'il ne porte plus. Oh, Seigneur! Qu'est-ce qui nous arrive? » « Je suis désolé, Eddie, » dit Richie. « C'était cruel. Je me demande à quoi je pensais. » Il les regardait les uns après les autres, abasourdis. C'est Mike Hanlon qui rompit le silence. Après la découverte du corps de Steven Johnson, je m'étais promis que si quoi que ce soit d'autre arrivait, si un seul autre cas indiscutable se produisait, je vous appellerais. Il m'a fallu 2 mois pour le faire. C'était comme si ce qui se passait m'hypnotisait par la conscience et la détermination que ça manifestait. On a trouvé la photo de George près d'un tronc couché à moins de 3 mètres du corps de Torrio. Elle n'était pas cachée, bien au contraire, comme si le tueur avait voulu qu'on la trouve. Je suis sûr qu'il le voulait. « Comment as-tu obtenu la photo de la police, Mike ?» demanda Ben. « C'est une photo de police, non ?»« Oui, c'est bien ça. Il y a un type au département de police qui ne déteste pas se faire un peu d'argent de poche. Je lui donne 20 billets par mois, c'est tout ce que je peux faire. Il me file des tuyaux. » On a trouvé le cadavre de Down Roy 4 jours après celui de Torrio, dans McCallum Park, 13 ans, décapité. Le 23 avril dernier, celui d'Adam Terreau, 16 ans, disparition signalée la veille, n'était pas revenu d'un entraînement sportif, trouvé à côté du chemin qui traverse la ceinture verte, juste derrière West Broadway, également décapité. Le 6 mai, Frederick Cowan, 2 ans et demi, trouvé noyé dans les toilettes d'une salle de bain au 1er. « Oh, Mike !» s'écria Beverly. « Je sais, c'est moche, » fit Mike, presque d'un ton de colère. « Crois-tu que je ne m'en rende pas compte ?»« La police n'a-t-elle pas adopté la thèse de l'accident ?» insista Bev. Mike secoua la tête. Sa mère était en train de mettre du linge à sécher dans la cour. Elle a entendu un bruit de lutte, ou du moins son fils crier. Elle a couru aussi vite qu'elle a pu. Elle dit que le bruit de la chasse des toilettes lui est parvenu, tiré à plusieurs reprises, alors qu'elle montait l'escalier, ainsi qu'un rire. Un rire qui, d'après elle, n'aurait rien eu d'humain. « Et elle n'a rien vu d'autre ?» demanda Eddie. « Si, son fils. La colonne vertébrale brisée, le crâne fracturé. La séparation vitrée de la douche était cassée. Il y avait du sang partout. La mère se trouve actuellement à l'hôpital psychiatrique de Bangor. D'après ma source au département de police, elle est devenue complètement folle. »« Foutrement pas étonnant, » fit Richie, la voix rauque. « Quelqu'un a une cigarette ?» Beverly lui en tendit une qu'il alluma d'une main visiblement tremblante. La thèse de la police est que le tueur est entré par le devant de la maison pendant que la mère du petit Cowan étendait son linge à l'arrière. Puis, quand il a entendu les pas de celle-ci dans l'escalier, il aurait sauté depuis la fenêtre de la salle de bain, dans la cour qu'elle venait de quitter, et aurait ainsi disparu. Sauf que la fenêtre n'est qu'une imposte qu'un gosse de 7 ans aurait du mal à franchir, et cela représente un saut de 8 mètres sur les dalles d'un patio. Rademacher n'apprécie pas qu'on parle de ces détails et personne dans la presse, en tout cas pas dans le Derry News, ne l'a interpellé là-dessus. Mike prit un verre d'eau et fit circuler un deuxième cliché. Il ne venait pas de la police. On y voyait un écolier souriant d'environ 13 ans,
Il s'était mis sur son 31 pour la photo et avait les mains sagement posées sur les genoux. Mais il y avait une petite lueur diabolique dans son œil. Il était noir. « Jeffrey Holly », dit Mike. 13 mai. Une semaine après la mort du petit Cowan. Éventré, trouvé dans Bassett Park, près du canal. 9 jours après ça, on a trouvé un petit 8e du nom de John Fury dans Neibold Street. Mort. Eddie laissa échapper un cri aigu et tremblant. Il chercha son inhalateur, mais le fit tomber de la table, d'où il roula jusqu'au pied de Bill, qui le lui ramassa. Le visage d'Eddie avait pris une nuance jaunâtre maladive, et sa respiration n'était qu'un halètement sifflant. « Donnez-lui quelque chose à boire !» s'écria Ben. « Que quelqu'un lui... » Mais Eddie secouait la tête. Il s'envoya une dose de l'inhalateur, sa poitrine se souleva sous la violence de l'aspiration, il déclencha une 2e dose et se laissa aller sur son siège, les yeux à demi fermés, haletant. « Ça va aller, » dit-il d'une voix entrecoupée. « Donnez-moi 1 minute et je suis à vous. »« Tu es sûr, Eddie ?» demanda Beverly. « Peut-être devrais-tu t'allonger, hein. Ça va aller très bien, » répéta-t-il sèchement. « C'était juste le choc. J'avais complètement oublié Neibold Street. » Personne ne répondit. C'était inutile. Bill pensa « On croit qu'on a atteint le summum de l'horreur et Mike nous sort un autre nom comme dans un tour de magie noire, plein de malveillance, et on se retrouve de nouveau sur le cul. » Il y en avait trop pour pouvoir faire face à tout en même temps. Trop de manifestations d'une inexplicable violence qui semblait plus ou moins dirigée contre les 6 personnes présentes ici. C'était du moins ce que semblait suggérer la photo de George. Les 2 jambes du gamin avaient disparu, continua Mike doucement, mais d'après l'examen médical, elles lui avaient été arrachées après sa mort. Son cœur a lâché, comme s'il était littéralement mort de peur. C'est le facteur qui l'a découvert. Il a vu une main qui dépassait d'en dessous d'un porche. « Celui du 29 ? C'est bien ça ?» le coupa Rich, auquel Bill jeta un bref regard. Richie le lui rendit, acquiesça lentement et se tourna de nouveau vers Mike. « Le 29 Neibold Street ?»« Oh oui, » répondit Mike, toujours de la même voix calme. « Au 29. » Il prit un peu d'eau. « Ça va bien, Eddie ?» Eddie acquiesça, sa respiration était plus libre. Red Macher a procédé à une arrestation le lendemain de la découverte du corps du petit Fury, reprit Mike. Il y avait un éditorial à la 1 du Daily News ce jour-là qui demandait sa démission. Au bout de 8 meurtres inexpliqués, ricana Ben, quelle audace de leur part, vous ne trouvez pas? Beverly voulut savoir qui avait été arrêté. Un type qui vit dans une petite baraque au bord de la route numéro 7, presque au-delà des limites de la ville, du côté de Newport. Une sorte d'ermite. Il brûle des débris de bois dans son poêle et son toit est fait de bardeaux volés et d'enjoliveurs de roues. Harold Hurl. Il ne lui passe probablement pas plus de $200 de liquide entre les mains par an. Quelqu'un qui passait en voiture l'a aperçu sur le pas de sa porte qui examinait le ciel, le jour où on a découvert le corps du petit Fury. Ses vêtements étaient couverts de sang. Alors peut-être, commença Richie, une note d'espoir dans la voix. Alors rien du tout. Il venait de dépecer 3 daims dans son appentis. Des daims qu'il avait braconnés du côté de Heaven. Le sang de ses vêtements était bien du sang de daim. Red Macher lui a demandé s'il avait tué Fury, et il aurait répondu « Bah ça oui, j'ai tué des tas de gens, surtout pendant la guerre. » Il a aussi déclaré avoir vu des choses dans le bois, la nuit. Des lumières bleues flottant à quelques centimètres au-dessus du sol, des feux de cadavres, comme il les appelle. On l'a expédié à l'hôpital psychiatrique de Bangor. D'après les résultats de l'examen médical, il aurait le foie gros comme un pois chiche. Il a bu du diluant à peinture. « Oh mon Dieu !» s'exclama Beverly. Et il est sujet à des hallucinations. Mais Red Macher s'accroche à cette version, et il y a encore 3 jours, il le tenait pour le suspect le plus vraisemblable. Il y a 8 types à lui qui creusent les environs de la baraque d'Earl, à la recherche des têtes et des membres manquants, ou d'abat-jour faits en peau humaine, ou Dieu sait quoi encore. Mike se tut un instant, la tête baissée avant de reprendre, un léger début d'enrouement dans la voix. J'avais retardé.
C'est avec la dernière affaire que j'ai décroché mon téléphone et que je vous ai appelé. Je regrette simplement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Voyons cette affaire, dit Ben abruptement. La victime était du même âge que le petit Fury. C'était d'ailleurs un de ses camarades de classe. On l'a trouvé tout à côté de Kansas Street, à proximité de l'endroit où Bill cachait sa bicyclette quand nous allions jouer dans les friches. Il s'appelait Jerry Bellwood. Il a été mis en pièces. On a trouvé ce qui restait de lui au pied du remblai bétonné édifié il y a une vingtaine d'années, le long de la rue, pour arrêter l'érosion du sol. Cette photo de la police a été prise moins d'une demi-heure après l'enlèvement du corps. Mike passa le document à Rich Tosier qui l'examina avant de l'attendre à Beverly. Celle-ci y jeta un bref coup d'œil, grimaça et le donna à Eddie qui l'examina longuement, comme fasciné, avant de le passer à Ben. Ben ne fit que l'effleurer du regard et le tendit à Bill. On lisait ces mots, rédigés en caractères grossiers sur la paroi de béton. Venez à la maison. Bill leva les yeux vers Mike, l'expression farouche. Il était passé par des sentiments d'affolement et d'épouvante. Il éprouvait maintenant les premiers coups d'aiguillon de la colère. Il s'en réjouissait. La colère n'est peut-être pas un sentiment très positif, mais elle valait mieux que l'état de choc, mieux qu'une peur lamentable. Était-ce écrit avec l'encre à laquelle je pense? Oui, répondit Mike, avec le sang de Jerry Bellwood. Richie déclenche des bip-bip. Mike reprit ses clichés. Il avait pensé que Bill lui demanderait la dernière photo de classe de George. Il n'en fut rien. Il les remit donc dans sa poche, et tout le monde, Mike y compris, éprouva un sentiment de soulagement quand elles furent hors de vue. 9 enfants, dit doucement Beverly. Je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, je sais que c'est vrai, mais quelque chose en moi n'arrive pas à l'admettre. 9 mômes et rien. Rien du tout. Ce n'est pas du tout comme ça, corrigea Mike. Les gens sont en colère, les gens ont peur, du moins en apparence. Il est vraiment impossible de distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui simulent. Qui simulent? Est-ce que tu te souviens, Beverly, quand nous étions gamins, de cet homme qui s'était contenté de replier son journal et de rentrer chez lui alors que tu l'appelais au secours? Quelque chose passa dans son regard, et elle eut pendant un instant une expression de compréhension et de terreur. Puis elle parut seulement intriguée. Non? Quand était-ce? Peu importe, ça te reviendra le moment voulu. Ce que je voulais seulement dire est que les choses ont l'air de se passer normalement à Derry. Confrontés à cette affreuse série de meurtres, les gens font tout ce qu'on s'attend à les voir faire, exactement comme en 1958, au moment des assassinats et des disparitions d'enfants. Le comité pour la sauvegarde de nos enfants s'est reconstitué. Seul le lieu de réunion a changé. La police d'État nous a envoyé un renfort de 16 détectives, sans parler d'un contingent du FBI, et le couvre-feu a été rétabli. Ah oui, le couvre-feu, intervint Ben en se frottant le cou lentement et délibérément. Il a fait des merveilles en 58, je m'en souviens très bien. J'oubliais l'association des mères accompagnatrices, qui vérifie que tous les enfants qui vont à l'école, de la maternelle à la 4e, sont bien escortés jusqu'à chez eux. Le Derry News a reçu plus de 2000 lettres rien qu'au cours de ces 3 dernières semaines, exigeant une solution rapide. Et bien entendu, l'émigration a repris. Il y a des fois où je me dis que c'est le seul critère authentique pour distinguer ceux qui sont vraiment sincères dans leur désir qu'il soit mis un terme à ces horreurs. Ceux-là ont réellement peur et préfèrent s'en aller. Il y a vraiment des gens qui partent, demanda Richie. Chaque fois que le cycle reprend. Il est impossible de dire exactement combien, car il ne s'est jamais déclenché exactement la même année qu'un recensement depuis 1850. Mais ils s'en vont en quantité non négligeable, comme des gosses qui s'aperçoivent qu'en fin de compte la maison est vraiment hantée. Venez à la maison. Venez à la maison, dit doucement Beverly. Quand elle releva les yeux, ce fut vers Bill qu'elle regarda et non vers Mike. Ça voulait que nous revenions. Pourquoi?
Ça peut vouloir que nous revenions tous, dit Mike un peu énigmatiquement. C'est possible. Ça peut vouloir se venger. Après tout, nous l'avons forcé à battre en retraite une fois. Se venger, ou peut-être simplement remettre les choses en ordre, dit Bill. Mike acquiesça. Il y a aussi un certain désordre dans vos existences, voyez-vous. Aucun de vous n'est parti indemne de Derry. Ça vous a laissé sa marque. Vous avez tous oublié ce qui s'est passé ici, et les souvenirs que vous conservez de cet été sont fragmentaires. Et il y a ce fait étonnant que vous êtes tous riches. « Allons, voyons !» s'exclama Richie. « C'est à peine si... Doucement !»« Doucement !» fit Mike, une main levée en esquissant un sourire. « Je ne vous accuse pas de quoi que ce soit. J'essaye simplement de mettre les faits sur la table. Par rapport au bibliothécaire d'une petite ville qui ne se fait même pas 11 gros billets par an après impôt, vous êtes riche, d'accord ?» Mal à l'aise, Richie haussa les épaules dans son costume à $900. Ben était profondément absorbé dans le découpage en fines lamelles de sa serviette de papier. À part Bill, personne ne regardait Mike dans les yeux. D'accord aussi, personne ici ne se trouve dans la catégorie des Rockefeller, reprit Mike. Mais vous êtes tous très à l'aise, même selon les normes de la classe dite moyenne supérieure américaine. Nous sommes entre amis ici, alors pas de manière. Si l'un de vous a déclaré moins de $90 000 de revenus aux impôts en 1984, qu'il ou qu'elle lève la main. Ils se regardèrent, les uns les autres, presque furtivement, gênés comme le sont toujours les Américains quand leur propre succès s'étale, comme si l'argent était des œufs cuits durs et l'aisance, les inévitables paix dues à une surconsommation. Bill sentait le rouge lui monter aux joues, ainsi que son incapacité à le contrôler. Il avait reçu $10 000 de plus que la somme mentionnée par Mike, rien que pour produire la première ébauche de son dernier scénario. Et on lui en avait promis 20 000 de plus pour chaque nouvelle mouture qu'il faudrait éventuellement faire, sans parler des pourcentages, ni des confortables avances sur droit d'auteur prévues par le dernier contrat pour 2 ouvrages qu'il venait de signer. Combien avait-il déclaré en 1984 ? Dans les $800 000, non ? Largement de quoi, de toute façon, paraître monstrueux en comparaison des $11 000 de salaire de Mike Hanlon. C'est donc le salaire que tu reçois pour monter la garde au phare, Mike, vieux gosse. N'y avait-il pas moyen de demander une augmentation ? Pensa Bill. Mike dit « Bill Denrow, écrivain à succès dans une société où l'on ne trouve que peu de romanciers et où seule une minorité d'entre eux ont la chance de vivre de leur plume. Beverly Rogan, qui fait dans le chiffon un secteur où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Elle est en fait la créatrice la plus recherchée dans un bon tiers du pays à l'heure actuelle. »« Oh, ce n'est pas moi !» protesta Beverly. Elle eut un petit rire nerveux et alluma une nouvelle cigarette au mégot de la précédente. « C'est Tom. Sans lui, j'en serais encore à retoucher les robes et à coudre les ourlets. Je n'ai aucun sens des affaires, même Tom le dit. C'est juste Tom et de la chance, voyez-vous. » Elle tira une seule longue bouffée sur sa cigarette, puis l'écrasa. « Mais t'as vu que la jeune dame proteste trop fort ?» fit Richie malicieusement. Elle se tourna vivement sur son siège et lui jeta un regard courroucé, le visage empourpré. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Richie Tosier ?»« Me battez pas, Miss Scarlett !» gémit Richie de sa voix négrillon du Sud, aiguë et tremblante. À cet instant-là, Bill revit avec une limpidité surnaturelle le garçon qu'il avait connu. Non pas une ombre en surimpression floue sur l'image nette de l'adulte qu'il était devenu, mais une créature ayant presque plus de réalité que l'homme qu'il avait sous les yeux. « Me battez pas. Je vais vous apporter un autre cocktail de fruits, Miss Scarlett, pour boire sous le porche, là où il fait un peu plus frais. Fouettez pas le pauvre garçon. »« Tu es impossible, Richie, » dit froidement Beverly. « Quand te décideras-tu à grandir ?» Richie la regarda, son visage souriant prenant une expression d'incertitude. « Avant de revenir ici, je croyais que c'était fait. »« Rich, lui, reprit Mike, est peut-être le disque jockey le plus populaire des États-Unis. Tu tiens Los Angeles dans le creux de ta main, sans aucun doute.
le tout couronné par 2 programmes dont l'un est le top 40 le plus suivi de la côte ouest et l'autre quelque chose qui s'appelle, je crois, les cinglés des années 40. Gaffe, gaffe, mec! Le coupa Richie de sa voix de voyou, ce qui ne l'empêchait pas de rougir. M'en va te mettre la tête à la place du cul, moi. Je vais... Eddie, continua Mike en ignorant Richie, possède une florissante entreprise de véhicules de grande remise dans une ville où on doit zigzaguer entre des limousines grandes comme des péniches quand on traverse la rue. 2 entreprises de grande remise font faillite par semaine dans la Grande Pomme, mais Eddie, lui, s'en sort admirablement. Quant à Ben, c'est probablement le jeune architecte le plus prometteur de la planète. Ben ouvrit la bouche, probablement pour protester, puis la referma brusquement. Mike leur sourit et tendit les mains. Je ne veux mettre personne dans l'embarras, mais il faut jouer carte sur table. Certes, on trouve des gens qui réussissent jeunes, des gens qui réussissent dans des domaines hautement spécialisés. S'il n'y en avait pas, personne ne voudrait tenter sa chance. S'il s'agissait d'1 ou 2 d'entre vous seulement, on pourrait parler de coïncidence. Mais il s'agit de vous tous, y compris Stan Uris, l'expert comptable dont l'étoile ne cessait de monter à Atlanta, c'est-à-dire dans tout le sud. J'en conclus que votre réussite trouve son origine dans ce qui s'est passé il y a 27 ans ici. Si vous aviez tous absorbé de l'amiante à cette époque, et si vous vous retrouviez tous aujourd'hui avec un cancer du poumon, la corrélation ne serait pas plus claire et plus probante. L'un de vous conteste-t-il cette analyse? Il regarda autour de lui. Personne ne lui répondit. Tous sauf toi, Mike, dit Bill au bout de quelques instants. Qu'est-ce qui t'est arrivé? N'est-ce pas évident? Répondit Mike avec un sourire. Je suis resté sur place. Tu as gardé le phare, lança Ben. Bill sursauta à ces mots et se tourna vers lui, mais Ben regardait Mike intensément et n'y fit pas attention. Je ne m'en sens pas mieux pour autant, Mike. Je dirais même que je me sens comme un de ces cons de papillons. Amen, dit Beverly. Mike secoua patiemment la tête. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Vous imaginez-vous que c'est moi qui ai choisi de rester ici et que c'est vous qui avez choisi de partir? Bon sang, nous n'étions que des gosses. Pour une raison ou une autre, vos parents ont déménagé et vous faisiez partie des bagages. Mes parents sont restés. Pensez-vous que ce fut leur décision? Je ne crois pas. Pour aucun. Qui est-ce qui a décidé de ce qui partirait et de ce qui resterait? Le hasard? Le destin? Ça? Autre chose, je l'ignore, mais en tout cas, sûrement pas nous. Alors arrêtez. N'en ressens-tu pas un peu d'amertume? Lui demanda timidement Eddie. J'ai été trop occupé pour ça. J'ai passé beaucoup de temps à veiller et à attendre. Je veillais et j'attendais, même avant de m'en rendre compte, je crois. Mais depuis 5 ans, ou environ, je suis en alerte rouge, pourrait-on dire. Depuis le début de l'année, je rédige un journal, et quand on écrit, on pense plus intensément, ou peut-être avec plus de précision, simplement. Et une des choses qui ont occupé mes réflexions, écrites ou non, a été la nature de ça. Je crois, ça, capable de nous manipuler et de laisser sa marque sur les gens du fait de ce qu'il est. Comme on sent encore la moufette quand elle nous a pissé dessus, même après un bon bain. Mike défit lentement les boutons de sa chemise et l'ouvrit. Tous pouvaient voir les cicatrices roses laissées par des griffes sur la peau brune et lisse de sa poitrine, entre les seins. Comme les griffes laissent des cicatrices, dit-il. Le loup-garou, s'exclama Richie d'une voix presque gémissante. Oh Seigneur, grand Bill, le loup-garou. Quand nous sommes revenus à Neighbold Street. Quoi? Fit Bill. Qu'est-ce que tu dis? Comment, tu ne t'en souviens pas? Si. Toi aussi? Presque. L'air effrayé, Richie n'insista pas. Es-tu en train de dire que cette chose n'est pas mauvaise? Demanda soudain Eddie à Mike. Il avait l'air hypnotisé par les cicatrices. Qu'elle fait simplement partie de l'ordre de la nature? Il ne s'agit pas de comprendre un élément de l'ordre de la nature ou de lui trouver des excuses, répondit Mike en reboutonnant sa chemise. Et je ne vois aucune raison d'agir sur une autre base que celle que nous comprenons.
que ça tue, que ça tue notamment des enfants, et que c'est mal. C'est Bill qui, le premier d'entre nous, l'a compris. Tu t'en souviens, Bill? Je me souviens que je voulais tuer ça, confirma Bill, qui se rendit compte que le pronom venait pour la première fois dans sa bouche de prendre le statut définitif de nom propre. Mais je n'avais pas une vision globale de la question, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais simplement tuer ça parce que ça avait tué George. Et tu le veux toujours? Bill réfléchit intensément à la question. Il regarda ses mains posées à plat sur la table et évoqua l'image de George, dans son ciré jaune, capuchon relevé, tenant à la main le bateau en papier journal paraffiné. Puis il leva les yeux sur Mike. Plus que jamais. Mike acquiesça, comme si c'était la réponse qu'il attendait. Ça a laissé sa marque sur nous, ça nous a imposé sa volonté, exactement comme ça impose sa volonté sur toute cette ville. La semaine comme les jours fériés, même au cours de ces longues périodes où ça dort, hiberne ou je ne sais quoi, entre ces périodes plus actives. Mike leva un doigt. Mais si sa volonté a de l'effet sur nous, notre volonté a également de l'effet sur ça. À un moment donné, nous avons arrêté ça avant que ça en ait fini. C'est une certitude. L'avons-nous affaibli, blessé? Je crois que oui. Je crois que nous avons été si près de tuer ça que nous sommes repartis en croyant l'avoir fait. Mais tu ne te souviens pas non plus de cette partie, n'est-ce pas? Demanda Ben. Non. Je me souviens avec une précision presque parfaite de tout ce qui est arrivé jusqu'au 15 août 1958. En revanche, c'est le blackout total pour la période qui suit, environ jusqu'au 4 septembre, la date de la rentrée des classes. Elle n'est pas floue ou vague, elle a été complètement effacée de ma mémoire, à une exception près. Il me semble me souvenir de Bill criant à propos de ce qu'il appelait les lumières mortes. Un violent tressaillement agita le bras de Bill et il renversa une bouteille de bière vide qui alla rouler sur le sol. « Tu t'es coupé ?» demanda Beverly, esquissant le geste de se lever. « Non, » répondit-il, la voix râpeuse et le ton sec. La chair de poule tirait la peau de ses deux bras et il lui semblait que son crâne venait de grossir. Il sentait la lumière morte. Sa pression s'exerçait sur la peau tendue de son visage en élancements réguliers qui l'engourdissaient. Je voulais ramasser la... Non. Assieds-toi. Il aurait voulu la regarder, mais il était incapable de détacher ses yeux de Mike. Te souviens-tu des lumières mortes? Lui demanda doucement celui-ci. Non, répondit Bill. Sa bouche lui donnait la même impression que lorsqu'un dentiste a abusé de la novocaïne. Ça te reviendra. Dieu m'en préserve. Ça te reviendra tout de même, pas pour le moment. À moi non plus d'ailleurs. Et vous? Tous les uns après les autres secouèrent la tête. Mais nous avons accompli quelque chose, reprit Mike d'un ton calme. Nous nous sommes montrés capables, à un moment donné, d'exercer une sorte de volonté de groupe. À un moment donné, nous avons atteint un certain degré de compréhension, consciemment ou non. Il s'agita nerveusement. Si seulement Stan était ici. Quelque chose me dit qu'avec son esprit ordonné, Stan aurait peut-être une idée. Peut-être en avait-il une, en effet, dit Beverly. Et peut-être est-ce ce qui l'a tué. Peut-être avait-il compris qu'il s'agissait d'une forme de magie inaccessible aux adultes. Je ne la crois pas inaccessible, dit Mike, parce qu'il y a encore une chose que nous avons tous en commun. Je me demande s'il y en a parmi vous qui s'en sont rendus compte. Ce fut au tour de Bill d'ouvrir la bouche et de la refermer sans avoir rien dit. « Vas-y » lui lança Mike, « parle. Je vois sur ta figure que tu sais de quoi il s'agit. »« Je n'en suis pas sûr, » répliqua Bill. « Mais je crois qu'aucun de nous n'a d'enfant. Est-ce bien ça ?» Il y eut quelques instants de silence pour encaisser le choc. « Ouais, » dit Mike, « c'est ça. »« Seigneur Tout-Puissant !» s'exclama Eddie. « Qu'est-ce que cela a à voir, au nom du ciel, avec le prix du haricot rouge au Pérou? Pourquoi faudrait-il que tout le monde ait des enfants? Ça ne tient pas debout. »
Avez-vous des enfants, toi et ta femme? Demanda Mike. Si tes fiches sont bien tenues, tu sais foutrement bien que non. Je n'en affirme pas moins que ça n'a pas de rapport. As-tu essayé d'avoir des enfants? Nous n'employons aucun contraceptif, si c'est ce que tu veux savoir. Eddie s'exprimait avec une dignité étrange et émouvante, mais il avait les joues en feu. Il se trouve simplement que ma femme est un peu... Et puis au diable, elle est obèse. Nous sommes allés voir un médecin qui nous a dit qu'elle risquait de ne jamais avoir d'enfant si elle ne perdait pas un peu de poids. On n'est pas des criminels pour autant. T'énerve pas, Eds, fit Richie d'un ton apaisant en se penchant vers lui. Et toi, ne m'appelle pas Eds et ne t'avise pas de me pincer la joue, rétorqua-t-il. Tu sais que j'ai horreur de ça. Que j'en ai toujours eu horreur. Richie, clignant des yeux, se recroquevilla sur son siège. Et avec Tom, Beverly? Poursuivit Mike. Pas d'enfant, répondit-elle. Et pas de contraceptif non plus. Tom en voudrait. Et moi aussi, évidemment, ajouta-t-elle précipitamment, en jetant un rapide coup d'œil autour d'elle. Bill lui trouva les yeux un peu trop brillants, comme ceux d'une comédienne faisant un excellent numéro. Ça n'est pas encore arrivé, simplement. As-tu fait faire des examens? Lui demanda Ben. Oh oui, bien sûr, dit-elle avec un petit rire pouffé. Et par l'un de ces sauts qualitatifs de compréhension dont sont capables les personnes douées à la fois de curiosité et de profondeur de vue, Bill en sut d'un seul coup beaucoup plus sur les rapports de Beverly et de son grand homme. Beverly avait subi un test de fertilité. Sa thèse était que le grand homme en question avait refusé d'envisager ne serait-ce qu'un instant l'idée que quelque chose pût aller de travers dans le sperme manufacturé par les capsules sacrées. « Et ta femme et toi, Bill ?» demanda Richie. « Avez-vous essayé ?» Tout le monde le regarda avec curiosité, car tous savaient qui était la femme de Bill. Audra n'était pas, et de loin, l'actrice la plus connue et la plus populaire au monde, mais elle jouissait de cette forme particulière de célébrité qui a plus ou moins remplacé le talent en cette deuxième moitié du XXe siècle. On voyait de temps en temps sa photo dans les magazines, et cette étrangère avait un visage délicieux qui leur était connu. Beverly lui parut particulièrement curieuse de sa réponse. « Nous avons essayé, à plusieurs reprises au cours des 6 dernières années, » dit Bill. « Pas pendant les 8 derniers mois, à cause du tournage de notre film. Audra estime qu'elle ne peut pas se permettre de tomber enceinte juste au moment de commencer une période de 10 semaines de tournage, à être malade tous les matins. Mais nous voulons des enfants, oui. Et pour essayer, nous avons essayé. »« Test de fertilité ?» demanda Ben. « Oh oui, il y a 4 ans à New York. Les médecins ont découvert une très petite tumeur bénigne sur l'utérus d'Audra et nous ont dit que c'était une chance car elle aurait pu provoquer une grossesse extra-utérine. Mais nous sommes fertiles, tous les deux. » Entêté, Eddie répéta « Ça ne prouve toujours rien !»« C'est tout de même un peu étonnant, » murmura Ben. « Et toi, Ben? Pas de petit accident de ton côté ?» lui demanda Bill, à la fois frappé et amusé d'avoir failli l'appeler meule de foin. « Je ne me suis jamais marié, j'ai toujours fait attention, et je n'ai aucun procès en recherche de paternité. À part ça, je ne peux rien affirmer. »« Voulez-vous que je vous raconte une histoire marrante ?» demanda Richie. Il souriait, mais pas des yeux. « Pourquoi pas ?» répondit Bill. « C'est ta spécialité, non ?»« Ta tête comme mon cul, mec !» fit Richie avec la voix du flic irlandais. Une fabuleuse voix de flic irlandais. « Tu t'es amélioré de façon incroyable, Richie. Gosse, tu étais incapable de faire un flic irlandais en dépit de tous tes efforts. Sauf une fois ou deux, quand... Et lumière morte. Était-ce... Ta tête comme mon cul! N'oublie pas cette comparaison, mon bon ami. Et... Ben Hanscom se pinça soudain le nez et cria d'une voix aiguë d'enfant. Bip bip, Richie! Bip bip! Bip bip! Eddie ne tarda pas à l'imiter, bientôt rejoint par Beverly. D'accord, fit Richie en riant lui-même. D'accord, je laisse tomber, nom de Dieu. Eddie s'effondra sur son siège, riant aux larmes. On t'a baisé ce coup-ci, grande gueule. Ah, bien vu, Ben. Ben souriait, mais il avait l'air un peu désorienté. Bip bip, reprit Bev, pouffant de rire.
J'avais complètement oublié ce truc. On était constamment obligés de te biper, Richie. Vous n'avez jamais su apprécier le véritable talent, vous autres, répliqua Richie, décontracté. Comme autrefois, on pouvait le déséquilibrer, mais il était comme ces poussas dont la base arrondie est lestée de sable, et il revenait toujours en position. Ce fut l'une de tes petites contributions au club des ratés, hein, Moldefoin? Oui, je crois bien. Quel homme! Fit Richie d'une voix tremblante d'admiration et de crainte. Puis il se mit à faire des salam-alek à tout le monde, manquant de peu de plonger du nez dans sa tasse de thé. Quel homme! Oh, mamma mia, quel homme! Bip bip, Richie, dit solennellement Ben, et il explosa en une nouvelle crise de fou rire, d'une voix de baryton bien éloignée des trilles aigus de son enfance. Tu es toujours le même vieux Roadrunner. Bon, vous voulez l'entendre, cette histoire, oui ou non? N'en fais pas une affaire, bipez-moi si elle ne vous plaît pas. Je peux supporter les brimades. Vas-y donc, dit Bill. Il jeta un coup d'œil à Mike et se rendit compte qu'il avait l'air plus heureux, ou du moins plus détendu qu'au début du repas. Était-ce parce qu'il voyait se renouer sous ses yeux les fils épars de leur ancienne amitié? Et chacun retrouvait sans difficulté son rôle d'autrefois, chose rarissime quand on se retrouve des copains d'enfance qui se sont perdus de vue. C'était ce que pensait Bill, qui se disait « S'il existe des conditions préalables à la croyance en la magie, qui rendent possible l'utilisation de la magie, alors ces conditions préalables se mettront en place d'elles-mêmes. Peut-être. » Réflexion peu rassurante, qui lui donnait l'impression d'être ficelé à la pointe d'un missile téléguidé. Bip bip plus que jamais. « Eh bien, disait Richie, je pourrais en faire une histoire longue et triste ou une bande dessinée. Je vais tenter d'éviter ces deux extrêmes. J'étais installé depuis 1 an en Californie lorsque j'ai rencontré une fille. Ça marchait très fort entre nous. On a commencé à vivre ensemble. Elle prenait la pilule, au début, mais elle la supportait très mal. Elle a envisagé de se faire poser un stérilet, mais ça ne m'enthousiasmait pas au vu des histoires qu'on lisait sur leur défaillance dans les journaux. Les gosses, on en avait parlé, et nous n'en voulions pas, même si nous pensions un jour régulariser notre situation. Le gros baratin sur l'irresponsabilité qu'il y avait à faire des enfants dans un monde pareil, dangereux, surpeuplé. Foutons une bombe dans les chiottes de la Bank of America et revenons fumer un joint sur les décombres pour parler de la différence entre maoïsme et trotskisme, si vous voyez ce que je veux dire. Je noircis peut-être un peu le tableau, on était jeunes et idéalistes au fond. Bref, le résultat fut que je me suis fait couper les canaux déférents, les ficelles, pour employer le vocabulaire vulgairement chic de Beverly Hills. Je n'ai souffert d'aucun effet secondaire, mais ça peut arriver. Un de mes copains a vu ses couilles gonfler, de vrais pneus de Cadillac 59. J'étais sur le point de lui offrir des bretelles et 2 tonneaux pour son anniversaire, mais elles se sont dégonflées entre-temps. Explication donnée avec ton tact habituel, commenta Bill. Beverly ne put s'empêcher de rire à nouveau. Richie lui adressa un grand sourire. Merci Bill pour ces quelques mots d'encouragement. Tu utilises le terme enculé 206 fois dans ton dernier bouquin. J'ai compté. Bip bip, grande gueule, le coupa Bill, et tous s'éclatèrent de rire. Bill n'arrivait pas à croire qu'ils étaient en train de parler d'assassinat d'enfants moins de 10 minutes auparavant. Dépêche-toi, Richie, intervint Ben. L'heure tourne. Sandy et moi avons vécu ensemble 2 ans et demi, reprit Richie. On a bien failli se marier. Étant donné la façon dont les choses ont tourné, on s'est épargné bien des emmerdements, soit dit en passant. Bref, elle a eu une proposition d'une société juridique de Washington, à peu près au moment où j'en recevais une de KLAD, disque jockey pendant les week-ends. Pas grand-chose, mais un pied dans la place. Elle m'a dit que c'était la chance de sa vie, qu'il fallait que je sois le phallocrate le plus insensible des États-Unis pour traîner ainsi des pieds, et que de toute façon, elle en avait ras-le-bol de la Californie. Je lui ai dit que pour moi aussi, c'était une chance. Ça a été la bagarre, nous nous sommes mutuellement virés, et Sandy est finalement partie. Environ 1 an après, je me suis mis à regretter la vasectomie et j'ai décidé de tenter l'opération inverse, sans motif précis, et tout en sachant que les chances de succès étaient minces. Tu avais de nouveau une relation sérieuse à ce moment-là? Demanda Ben. Non. Et c'est ce qui est curieux, répondit Richie, fronçant les sourcils. Je me suis réveillé un beau matin avec cette idée qui me trottait dans la tête.
Il fallait être ma boule, dit Eddie. Anesthésie générale, hein, pas locale. Chirurgie, une semaine d'hosto. Ouais, les médecins m'ont expliqué tout ça. Que l'opération ne serait pas une partie de plaisir, que le succès n'était pas garanti, mais qu'auparavant, ils voulaient un échantillon de sperme. Les régénérations spontanées de canaux déférents, ça existe, paraît-il. On fait le nécessaire, et 3 jours après, le toubib me rappelle. Par quoi je commence, la bonne ou la mauvaise nouvelle? Disons la bonne. L'opération n'est pas nécessaire. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes les filles avec lesquelles vous avez couché depuis 2 ou 3 ans pourraient vous poursuivre en recherche de paternité sans problème. Sur quoi, j'ai appelé Sandy, à Washington. Rich, ça me fait plaisir de t'entendre. Et la voix de Richie était soudain devenue celle de cette Sandy, qu'aucun d'eux ne connaissait. Pas une imitation, mais plutôt une peinture auditive. Je viens de me marier. Félicitations. Tu aurais dû m'envoyer un faire-part. Je me serais chargé des petites cuillères. T'as pas changé, Rich. Toujours le mot pour rire. Eh oui, toujours le même. Au fait, Sandy, tu ne te serais pas par hasard retrouvée enceinte en quittant Los Angeles ou un truc comme ça? Ça, c'est un gag que je n'apprécie pas, elle a répondu. Et je me suis rendu compte qu'elle était sur le point de raccrocher. Je lui ai alors expliqué ce qui se passait. Elle s'est mise à rire, très fort cette fois, comme quand on était gosse et que nous nous racontions des conneries. Quand elle a commencé à se calmer, je lui ai demandé ce qu'il y avait de si drôle. C'est que pour une fois, la victime de la plaisanterie, c'est Monsieur 33 Tours Tauzier. Combien de bâtards as-tu conçu depuis mon départ, Rich? Je suppose que tu n'as pas encore connu les joies de la maternité, si je comprends bien. C'est pour juillet prochain seulement. D'autres questions? Comment se fait-il que tu aies changé d'idée et ne trouves plus immoral de faire des enfants? Parce que je suis tombé sur un type qui n'était pas un salopard. Et elle a raccroché. Bill se mit à rire au point d'en avoir les larmes aux yeux. Ouais, dit Richie. Je crois qu'elle s'est dépêchée de raccrocher pour être sûre d'avoir le dernier mot. Mais ce n'était pas nécessaire. Je sais reconnaître quand j'ai été battu. J'ai été revoir mon toubib une semaine après pour lui demander des précisions sur les chances de voir se produire ce genre de régénération spontanée. Pour la période 80-82, m'a-t-il dit, l'Association médicale américaine, l'AMA, avait enregistré 23 cas. 6 étaient en fait des opérations ratées, 6 autres étaient bidons ou des faux, histoire de tirer un peu de fric des médecins. 11 cas authentiques en 3 ans, autrement dit. 11 sur combien? Demanda Beverly. 28 618, répondit calmement Richie. Personne ne dit mot. J'avais davantage de chances de gagner le gros lot au loto. Et de plus, toujours pas d'enfant, comme preuve définitive. Ça ne te fait pas né, Eds? Avec toujours le même entêtement, Eddie répliqua « Cela ne prouve toujours pas... » « Non, admit Bill, cela ne prouve rien. » Troublant tout de même. La question est « Qu'est-ce que nous faisons maintenant ?» Y as-tu pensé, Mike? Bien entendu, mais je ne pouvais rien décider avant que cette réunion ait eu lieu et que nous ayons parlé, comme nous venons de le faire. Il m'était impossible de prévoir ce qui en sortirait. Il se tut pendant un long moment, les regardant tous pensivement. « J'ai bien une idée, » reprit-il finalement, « mais, avant de vous en faire part, je crois bon de décider si oui ou non nous avons quelque chose à faire ensemble, ici. Voulons-nous tenter une deuxième fois ce que nous avons déjà tenté il y a 27 ans? Voulons-nous essayer de tuer ça? Ou bien partageons-nous la note en 6 et retournons-nous chacun à nos petites affaires? On dirait que si... commença Beverly, mais Mike, qui n'avait pas fini, secoua la tête. Il faut bien comprendre qu'il est impossible de dire quelles sont nos chances de réussir. Je sais qu'elles ne sont pas très bonnes, et qu'elles auraient été meilleures Stan présent. Sûrement pas idéal, mais meilleures. Stan disparut, le cercle que nous avions formé ce jour-là est rompu. J'ai bien peur que nous ne puissions pas tuer ça, ni même le chasser pour un bon moment avec un cercle rompu. Je crois que ça va nous tuer, les uns après les autres, et de manière extrêmement horrible. Enfant, nous avons bouclé un cercle complet, d'une façon que je ne comprends toujours pas. Si nous décidons d'attaquer, je pense que nous devons essayer de former un cercle plus petit. J'ignore si c'est possible. Je crois qu'il est possible de se convaincre de l'avoir fait et de découvrir trop tard
qu'il est trop tard. Mike les regarda à nouveau, tour à tour, une expression de fatigue sur son visage brun, les yeux enfoncés dans les orbites. C'est pourquoi j'estime que nous devons voter. Ou nous restons et nous essayons, ou nous rentrons chez nous. Tel est le choix. Je vous ai fait revenir ici par la force d'une promesse ancienne. Je n'étais même pas sûr que vous vous en souviendriez. Mais je ne veux pas vous faire rester ici sur la force de cette promesse. Le résultat serait encore pire. Il regarda Bill, et Bill sut alors ce qui se préparait. Ça lui répugnait, il était impuissant à l'arrêter. Puis, avec le même sentiment de soulagement que, à son avis, devait ressentir un candidat au suicide quand il lâche le volant de sa voiture lancée à pleine vitesse pour se cacher les yeux, il accepta. Mike les avait réunis. Mike avait posé le problème en termes clairs. Il abandonnait maintenant la direction des opérations. Elle devait revenir à la personne qui la détenait en 1958. « Qu'est-ce que tu en dis, Bill? À toi de poser la question. » « Avant cela, dit Bill, je veux être sûr que tout le monde a bien compris la question. Tu voulais dire quelque chose, Beverly. » Elle secoua la tête. « Très bien. Je suppose que cette question peut se résumer ainsi. Restons-nous pour nous battre, ou bien oublions-nous toute l'affaire? Ceux qui sont pour rester? » Autour de la table, personne ne bougea pendant peut-être 5 secondes, ce qui fit penser à Bill à ses ventes aux enchères, où un objet atteint soudain un prix stratosphérique et où ceux qui ne veulent plus surenchérir se transforment en statue. On a peur de se gratter le nez, quand on redoute que le commissaire-priseur ne se trompe sur notre geste. Bill pensa à Georgie. Georgie qui ne voulait de mal à personne, qui avait simplement eu envie de sortir jouer dans la rue après être resté enfermé toute la semaine. Georgie, avec ses joues bien rouges, son bateau en papier journal d'une main, enfonçant les boutons pression de son ciré jaune de l'autre. Georgie le remerciant, puis se penchant sur lui pour déposer un baiser sur sa joue enfiévrée. « Merci, Bill. C'est un bateau super. » Il sentit l'ancienne colère remonter en lui, mais il était maintenant plus âgé, et sa perspective s'était élargie. Il ne s'agissait plus seulement de Georgie. Une atroce ronde de noms tourbillonnait dans sa tête. Betty Ripsom, trouvée gelée sur le sol, Cheryl LaMonica, repêchée dans la canne du skig, Matthew Clement, arraché à son tricycle, Veronica Grogan, retrouvée à 9 ans dans un égout, Stephen Johnson, Lisa Albrecht et tous les autres, sans compter les disparus dont on était sans nouvelles. Il leva la main, lentement, et dit « Tuons ça. Cette fois-ci, tuons ça. Pour de bon. » Pendant quelques instants, sa main fut la seule levée, comme celle de l'unique élève à avoir compris la question en classe, l'élève que tous les autres détestent. Puis, Richie poussa un soupir, leva la main et dit « Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Peut pas être pire que d'interviewer Ozzy Osbourne. » Beverly leva la main. Ses couleurs lui étaient revenues, 2 taches malsaines, haut sur ses pommettes. Elle avait l'air à la fois follement excitée et morte de frousse. Mike leva la main. Ben en fit autant. Eddie s'était enfoncé dans son siège comme s'il avait voulu s'y incruster et y disparaître. Sa figure aux traits fins et délicats exprimait une terreur pitoyable pendant qu'il regardait à droite et à gauche. Puis, ses yeux revinrent sur Bill. Un instant, ce dernier crut bien qu'Eddie allait repousser sa chaise, se lever et foncer hors de la pièce sans un seul regard en arrière. Puis, il leva une main, étreignant plus que jamais son inhalateur de l'autre. « Voilà qui est parlé, Heads !» s'exclama Richie. « On va vraiment se payer quelques bons ha-ha maintenant, je te parie. »« Bip bip, Richie !» fit Eddie d'une voix rien moins qu'assurée.